Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur i24 News en direct et en français. Ravi également d'inaugurer ensemble ce tout premier numéro des Décrypteurs. Chaque jour, nous analyserons, commenterons et décrypterons ensemble pendant 1 heure l'actualité. Chaque soir, nous aurons aussi l'occasion de vous partager nos pensées, nos émotions ou nos avis. Et ce soir, je vous propose de nous arrêter sur cette histoire qui secoue la France, ou en tout cas une partie de la France. La mort d'un jeune homme, Quentin, il avait 23 ans, il avait la vie devant lui, il avait des convictions, il avait une foi, il avait des amis, une famille. Et hier, tout cela lui a été retiré violemment en marge d'un meeting de Rima Hassan à Lyon. Une enquête a été ouverte et doit déterminer les circonstances exactes de la mort de Quentin. Une vidéo diffusée par nos confrères de TF1 laisse peu de place au doute. Quentin a été lynché et battu à mort. Rien, évidemment, ne saurait justifier la mort de quiconque, quel que soit son positionnement politique, quelle que soit sa foi, son orientation. On pense évidemment ce soir à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui, de près ou de loin, sont touchés par ce drame. Comme chaque soir, désormais, sur i24 News, je vous propose de démarrer cette émission sur le balcon i24 News. Ce soir, c'est Mathieu Winding qui nous attend sur place. Bonsoir Mathieu, on fait le point Bonsoir, avec vous sur l'actualité de ce dimanche 15 février. Oui, bonsoir à tous. Voici les principaux titres développés dans cette édition. Les États-Unis se focalisent sur les négociations avec l'Iran. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio le rappelle lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Le chef de la diplomatie américaine n'exclut pas cependant un changement de cap. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères déclare que son pays est prêt à des concessions dans les négociations sur le nucléaire, mais Téhéran demande une levée des sanctions. Le diplomate iranien estime que la question de l'enrichissement zéro n'est plus un point de désaccord. L'Iran refuse cependant de négocier sur son programme de missiles balistiques, prétextant que la République islamique a besoin de se défendre. Selon le média en ligne Axios, le Premier ministre israélien et le président américain se sont mis d'accord pour renforcer les sanctions économiques. Il s'agirait d'exercer toute la force et une pression maximale sur l'Iran, en ciblant les exportations de pétrole iranien vers la Chine. Environ 80% du brut iranien serait destiné au marché chinois. Au moyen d'un décret présidentiel, des droits de douane pourraient toucher 25% des importations chinoises liées au pétrole iranien. À Gaza City, une frappe chirurgicale a conduit à l'élimination d'un haut commandant du djihad islamique. D'après un média palestinien dont une chaîne affiliée au djihad islamique, le terroriste de haut rang, âgé de 56 ans, serait Sami al-Dadou. Ses 3 frères, aussi membres de l'organisation terroriste, ont eux aussi été éliminés lors de différentes opérations à Gaza il y a environ 20 ans. Tsahal n'a pas commenté cette frappe. Israël autorise l'entrée à Gaza de centaines de camions de confiserie à l'approche du Ramadan. Ce sont 700 camions d'aide humanitaire avec là au bord de la nourriture, du matériel médical qui entrent chaque jour dans la bande côtière. Selon un média israélien, l'arrivée de confiseries, de boissons énergisantes fait suite à une demande américaine. Les chocolats sont les produits les plus recherchés. La demande aurait conduit à une hausse des prix. Le mois du Ramadan doit commencer ce mardi. À Bnei Brak, 2 soldats de Tsahal ont été poursuivis par une foule hostile. Elles ont dû être évacuées par la police. Les 2 femmes qui servent dans le corps de l'éducation se trouvaient dans la ville ultra-orthodoxe pour visiter un soldat à domicile. Les circonstances du début de l'émeute ne sont pas encore établies. Des poubelles ont été renversées, ainsi qu'une voiture de police. D'importantes forces de police ont été déployées dans la zone pour rétablir l'ordre public. La police a déclaré que la situation était désormais sous contrôle et a interpellé 12 personnes. Tsahal n'a pas commenté. La polémique autour des t-shirts vendus par le Comité international olympique continue. Le CIO se défend la vente de vêtements à l'effigie des Jeux olympiques d'été de 1936 de Berlin. Lors d'une conférence de presse à Milan, le porte-parole du CIO, Mark Adams, a déclaré que l'organisation ne pouvait pas effacer l'histoire. Il défend la vente de t-shirts en rappelant les 4 médailles remportées par l'athlète noir américain Jesse Owens. Les exploits de Jesse Owens incarnent, selon le CIO, l'esprit olympique. Hitler voulait instrumentaliser les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 comme un outil de propagande pour pourvoir l'Allemagne nazie. Les 4 médailles d'or remportées par Jesse Owens, athlète afro-américain, ont ridiculisé la dictature nazie. Merci Mathieu Winding pour ce tour de l'info depuis le balcon i24 News. Et pour décrypter toute cette actualité ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs personnes ici en plateau. On va commencer à ma droite. Bonsoir Sarah Chemla, vous êtes consultante en diplomatie et relations internationales. Merci d'être avec nous. Pierre Rehov également, écrivain, reporter, réalisateur du film documentaire Pogrom qui revient sur les massacres du 7 octobre. Vous avez également coécrit
7 octobre, Riposte, c'est aux éditions Fayard. Et à ma gauche, vous les connaissez évidemment, Shani Guidalia, notre journaliste, et Mathias Inbar, expert de défense IT24 News. Bonsoir à tous les deux. Je vous propose de nous arrêter d'abord sur le premier grand thème de ce soir, ces fameuses négociations entre l'Iran et les États-Unis. On a appris il y a quelques minutes le départ du chef de la diplomatie iranienne pour Genève. On va en parler avec vous, Shani Guidalia. Shani, on va faire le point sur ce que l'on sait de ces négociations. Deuxième round, notamment en Suisse, à Genève. Oui, il y a des négociations qui devraient débuter mardi, donc en Suisse. Alors l'Iran se dit prêt à envisager des compromis pour parvenir à un accord nucléaire avec les États-Unis si ces derniers sont disposés à discuter de la levée des sanctions. Côté américain, les responsables ont souligné à plusieurs reprises que c'est l'Iran qui freine justement ce processus et non les États-Unis. Et d'ailleurs, selon Marco Rubio, le président Trump préférerait un accord, mais c'est très difficile d'en conclure un avec l'Iran. Donc, le seul sujet sur lequel l'Iran serait prêt concrètement à négocier, ce serait le programme nucléaire, mais à plusieurs conditions. Première condition, c'est qu'il refuse le principe du zéro enrichissement. Ensuite, il n'a pas dit s'il accepterait d'exporter son stock de plus de 400 kilos d'uranium enrichi hors de ses frontières. D'ailleurs, le pays qui serait prêt à accueillir, à recevoir ce stock, ce serait la Russie. Et enfin, il refuse de négocier sur son programme de missiles balistiques. Donc, on ne sait pas vraiment sur quoi il serait prêt à négocier. Son offre, en revanche, concernant le programme nucléaire, ce serait de diluer son uranium enrichi à 60%, à condition, encore une fois, que les États-Unis acceptent de lever les sanctions. On rappelle quand même que 60%, c'est un niveau qui est déjà très important, puisque on va dire le temps pour passer de 60% à 90%, c'est un temps qui est très réduit. Donc, diluer son uranium à 60%, ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une concession. Maintenant, à quoi vont servir ces négociations? Le but officiel, c'est évidemment d'éviter une guerre. L'armée américaine, en revanche, se prépare à l'éventualité d'une opération prolongée contre l'Iran si ces négociations échouent, une opération qui pourrait durer jusqu'à plusieurs semaines. Et à ce moment-là, l'armée américaine pourrait cibler non seulement des installations nucléaires, mais aussi des infrastructures du régime iranien. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, les États-Unis s'attendent peut-être à une riposte iranienne si attaque américaine il y a. Merci Shani. Je vais me tourner vers vous peut-être Sarah Chemla. Je crois qu'on a tous un peu du mal à comprendre ce qui se passe entre Washington, Téhéran et même Jérusalem. D'un côté, Donald Trump affirme vouloir des négociations. De l'autre, il est en train de dépêcher un deuxième porte-avions dans la région. Est-ce que vous arrivez à y voir clair? Est-ce qu'on pourrait résumer cela dans ce dicton, une main de fer dans un gant de velours? La main de fer, c'est les bateaux. Le gant de velours, c'est ces négociations. On peut en effet penser que ces négociations permettent de renforcer la pression américaine sur l'Iran, de leur permettre de faire plus de concessions. Mais d'un autre côté, discuter et négocier avec des personnes telles que les dirigeants du régime iranien, c'est très difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même système de pensée, dans le même système de logique. Et aujourd'hui, après les massacres qu'on vient de voir en Iran au mois de janvier, on peut difficilement comprendre la position du président Trump. D'un point de vue israélien, c'est aussi également difficile de comprendre ces négociations parce que le jour où l'administration Trump disparaîtra, qu'adviendra-t-il de la puissance nucléaire iranienne? Est-ce que c'est, comme vous disiez, Shani, c'est l'enrichissement pourra remonter très vite et l'Iran pourrait atteindre une bombe nucléaire? Donc aujourd'hui, il est très difficile de comprendre pourquoi le président Trump veut négocier, mais d'un autre côté, vu l'armada militaire qui a été mise en place, on pense que c'est peut-être une pression, sûrement une vraie pression sur les négociations, mais à but militaire. Pierre, on soulève un point important. Si accord il y a avec cette administration Trump, est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement iranien? Est-ce qu'Israël peut faire confiance au gouvernement iranien, sachant que on sait que Donald Trump est l'un des meilleurs alliés d'Israël, mais demain, qui sera au pouvoir aux États-Unis? Qui protégera Israël si l'Iran défie cet accord? Tout d'abord, opinion personnelle, je ne crois pas du tout qu'il y aura un accord. Je pense qu'après le Ramadan, ça va exploser. Pour l'instant, Trump a demandé accorder un délai d'un mois aux Iraniens, mais je déteste la réduction à Ethereum. Vous savez, on a tendance à toujours comparer les gens avec ce qu'il y a de pire. Cependant, en ce qui concerne le régime iranien, ce serait un peu aujourd'hui revenir à aller faire des négociations avec Hitler. On en est là. Ce ne sont pas des gens qui sont capables de raisonnement rationnel. Ils sont les envoyés de Dieu, ils ont une mission qui est issue de leur secte,
parce qu'ils appartiennent à une secte, le chiisme toilevien, qui attend et qui préconise la fin du monde pour faire venir le Mahdi, leur Messie. Donc on est dans une situation où d'un côté, on a des Occidentaux, les Américains, nous, qui voulons assurer un avenir à nos enfants, un avenir matériel, une joie de vivre, etc. Et de l'autre côté, vous avez un système qui est complètement à l'envers de tout ce en quoi nous croyons et de tout ce qui peut faire le bonheur humain. Donc, le président Trump, de son côté, c'est la paix par la force. Si vis pacem parabellum. Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Et c'est sa doctrine de base. C'est un négociateur hors pair. Il est en train d'envoyer des signaux de fumée pour pouvoir attaquer en ayant l'approbation américaine, tout simplement. Mathias Inbar, Axios révèle que Donald Trump et Benjamin Netanyahu, lors de leur entretien la semaine dernière, se sont mis d'accord sur une intensification de la pression économique et de la pression diplomatique. On le voit encore avec les différentes déclarations de Marco Rubio notamment. Est-ce que cette simple pression économique peut faire flancher le régime iranien et sécuriser à long terme, ou même à court terme, Israël? Il y a deux États, vous savez, il y a l'Iran, le régime d'Iran, et le régime des gardiens de la Révolution. Les comptes en banque des gardiens de la Révolution est flambant neuf, tout va bien, ils peuvent se payer des vacances autant que possible. D'ailleurs, les fils des gardiens de la Révolution et les filles des gardiens de la Révolution sont aux États-Unis. Pendant que vous êtes en train de travailler, ils sont sur des yachts et en train de faire la fête et de boire de l'alcool, soit dit en passant. En revanche, le pays en lui-même a besoin absolument de la levée des sanctions. Il n'y a plus d'eau, les barrages sont complètement à sec, l'électricité, on est à 2 doigts d'une coupure générale d'électricité parce que ce n'est pas les gardiens de la Révolution qui vont venir au secours de l'État. Et à ce moment-là, eh bien, lorsque vous voyez effectivement que le Canada, qui normalement a une ligne de conduite beaucoup moins trumpiste que d'autres pays, aujourd'hui décide de mettre la pression économique sur l'Iran. Et donc on voit effectivement qu'il y a une prise de conscience, que ce soit la France, que ce soit le Canada, 2 pays qui ont reconnu l'État palestinien, ne pas oublier, et qui, dans le même temps, eh bien, vont dans le sens des sanctions économiques. Donc, ça va dans le bon sens. Attention quand même à ne pas rater ou arrêter la locomotive alors qu'elle est en marche. On va parler du chef de la diplomatie iranienne, peut-être avec vous, Sarah Chemla. On disait à l'instant qu'il était parti vers Genève pour des discussions techniques autour des négociations. Il a dit quelque chose d'intéressant aussi ce week-end. C'est, je cite, « l'Union européenne, a perdu tout poids géopolitique dans notre région ». Est-ce qu'on peut, pour une fois, être d'accord avec Téhéran, avec le chef de la diplomatie iranienne? On peut être d'accord avec Téhéran sur ce point-là, effectivement. Déjà parce que l'Union européenne a mis énormément de temps à reconnaître les gardiens de la Révolution comme un mouvement terroriste. Ça s'est passé qu'il y a quelques semaines, voire quelques jours. Et puis aujourd'hui, l'Union européenne ne fait pas le poids militairement, diplomatiquement parlant, économiquement parlant, j'ai envie de dire aussi. Sans Trump, aujourd'hui, l'Iran ne serait pas menacé. Donc, les manifestants les milliers de manifestants qui ont été tués n'ont reçu que très peu de soutien en Europe, contrairement aux États-Unis où Trump a beaucoup parlé sur ce qu'il ferait pour les aider, etc. Ça n'a pas été mis en œuvre encore, mais pour ma part, je pense que c'est en train de se faire et que toutes les sanctions qui essayent d'être mises en place, que ce soit des sanctions économiques, légales, la mise en place de l'armada militaire autour de l'Iran, c'est pour venir au point où le président Trump pourra dire « j'ai tout essayé, il n'y a rien qui a marché ». Aujourd'hui, l'intervention militaire est le dernier recours pour arriver à stabiliser la région et le pays. Quand on dit « j'ai tout essayé », Pierre Hervé, est-ce que ça passe aussi par une rencontre entre Donald Trump et l'ayatollah Khamenei? Marco Rubio en a parlé ce week-end. Il a dit qu'il servait un président qui était prêt à rencontrer l'ayatollah Khamenei. Ce sont les mots du chef de la diplomatie américaine. On peut envisager demain une rencontre, peut-être à Genève, peut-être ailleurs, entre Donald Trump et Ali Khamenei? Je pense que du côté de Trump, il n'y aura pas de problème. C'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il était prêt à rencontrer tout le monde et à tout moment pour pouvoir faire avancer les choses. Il a dit précisément, on peut rencontrer les gens sans être d'accord avec eux, ce qui est même la base d'ailleurs de toute négociation. J'aimerais bien voir l'image de l'ayatollah Khamenei assis en face de Donald Trump. Je ne pense pas que ça va se produire et ce ne sera pas à cause de Trump. Ce sera certainement à cause de l'ayatollah qui refusera parce que c'est un vieux monsieur, il est presque grabataire, il vit dans un univers qui est le sien et qui est complètement décalé de la réalité internationale. Je voudrais juste compléter ce que dit Pierre très justement, c'est que n'oubliez pas quand même que sans qu'aucune balle n'ait été tirée, l'ayatollah est depuis plusieurs jours dans son bunker, il manque d'oxygène au moment où on se parle, et que son fils n'attend qu'une chose,
On est presque dans Néron, on est presque dans l'Empire romain. César, oui. Avec un fils qui est beaucoup plus cruel que son père, qui n'attend qu'une chose, c'est que le père meure pour prendre le relais, parce que le fils de l'ayatollah Khomeini est considéré comme pire qu'Ebrahim Raisi, qui était le boucher lui-même de Téhéran. Donc vous voyez bien que la succession de ce régime est très dangereuse. Attention, c'est pour ça ce que je disais, je reprends un peu ce que dit Pierre, il va falloir que les Américains sachent comment faire pour renverser le régime au moment où ils attaquent. Parce que si derrière, vous avez soit les gardiens de la Révolution, soit le fils de Khamenei, sachant que les gardiens de la Révolution n'ont pas le droit, selon la Constitution, de rentrer en politique. Ils sont obligés de rester à l'extérieur. Tout cela, personne n'en parle, mais pourtant, il faut que ça soit mis sur la table. Nul doute qu'on aura l'occasion d'en reparler, y compris de cet aspect-là. En attendant, deuxième titre de l'actualité, c'est la situation sécuritaire ici en Israël. Et avant de la décrypter ici en plateau, je vous propose de prendre la direction du sud d'Israël. Allons rejoindre près de la bande de Gaza notre envoyé spécial Stéphane Goldin. Bonsoir Stéphane. Tsahal a lancé récemment des frappes en réponse à une violation, une nouvelle, du cessez-le-feu ces dernières heures à Gaza. Et un haut gradé du djihad islamique a été éliminé, Stéphane. Bonsoir Christopher, effectivement il y a une forte intensité des opérations de Tsahal sur le territoire de Gaza, au sud comme au nord, puisqu'on vient d'apprendre qu'il y aurait eu des opérations du côté de Rafah et du côté de Khan Younes, mais au-delà de ça, il y a eu des opérations qui sont maintenues ce matin très fortes avec des véritables opérations de bombardement du côté du nord de la bande de Gaza, suite je dirais, à ce qui s'est passé encore une fois hier soir, c'est-à-dire la violation du cessez-le-feu par les terroristes du Hamas. Hier soir, 5 terroristes sont sortis d'un tunnel du côté de Beit Hanoun, se sont cachés sous des débris et ont voulu passer cette ligne jaune. Donc ce matin, il y a eu une riposte de Tsahal. Je voudrais simplement rappeler que hier soir, déjà, un drone de l'armée israélienne avait éliminé ces 5 terroristes, mais au-delà de ça, il y a eu encore une opération qui s'est passée tout à l'heure, donc dans le nord de la bande de Gaza. Il y a eu l'élimination de terroristes du côté de Beit Lahia, qui est aussi au nord de la bande de Gaza. Et comme vous l'avez signalé, il y a eu un haut responsable du djihad islamique, Samir c'est le nom qui m'échappe là, excusez-moi, qui a été éliminé. Cette personne était un haut responsable, responsable, je dirais, de la cellule terroriste pour tout le nord de la bande de Gaza pour le djihad islamique. Et concrètement, cette personne a été éliminée via un drone du côté de Tel Al-Hawa qui se situe au sud-ouest de la ville de Gaza. Merci beaucoup Stéphane Goldin avec les images de Samir Kamama, donc près du point au niveau du point de passage d'Erez dans le sud d'Israël. Mathias Inbar, vous êtes évidemment notre expert défense, donc je me tourne vers vous. On voit souvent ces violations du cessez-le-feu dans la bande de Gaza de la part du Hamas, du djihad islamique ou d'autres organisations terroristes. Est-ce qu'on a une estimation aujourd'hui du nombre d'effectifs de ces organisations terroristes? On imagine qu'elles recrutent encore depuis le cessez-le-feu. Au moment où vous parlez, il y a un recrutement qui est en train de se passer dans la bande de Gaza. Alors on ne parle pas de combattants des terroristes qui étaient dans les rangs du Hamas ou du djihad islamique avant le 7 octobre, qui ont fait tant de dégâts, malheureusement, dans ces massacres, et je dis bien massacres, n'en déplaise au Premier ministre ou à certains ministres. Ce qui est en train de se passer, c'est que le Hamas est en train de remplir les caisses. Et au moment où le Hamas remplit les caisses, eh bien, il y a des recrutements. Des recrutements d'un jeune de 15 ans, d'un recrutement d'un jeune de 10 ans, qui, lorsque, et vraisemblablement que les combats reprendront, eh bien, activeront les boutons de fusil à lunettes ou des RPG. Et là, eh bien, le Hamas sait ce qu'il fait. Il recrute spécifiquement des jeunes pour justement ensuite se servir des images lorsqu'il y aura frappe, de montrer que ce sont des enfants ou des adolescents qui sont tués. Juste un dernier mot, je vais très rapidement. Regardez, la plupart des cadres terroristes qui ont été éliminés là maintenant, dans ces 24-48 dernières heures, ils sont tous en djinn. Il n'y en a pas un qui est en trahi, ils sont tous en djinn. Le Hamas sait ce qu'il fait parce qu'il veut utiliser ces images pour prouver que ce sont des civils, alors que, bien évidemment, on sait que ce n'est pas le cas. Alors, je vais encore vous donner la parole, puisque j'aimerais aussi qu'on parle de ces milices du anti-Hamas qui disent affronter le Hamas et détruire même les tunnels. Il y a un certain Abu Shabab Ghassan al-Deini, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas, il dit détruire le Hamas. Il dit ensuite qu'il s'en prendra aux roquettes, qu'il s'en prendra aux fusils. Qui est ce monsieur? Est-ce qu'Israël peut lui faire confiance? Il y a plusieurs milices, que ce soit au nord, au centre et au sud de la bande de Gaza. Difficile de faire confiance à celui qui, avant-hier, saluait les attaques du 7 octobre. Alors aujourd'hui, effectivement, ces milices-là leur tournent le dos.
La vraie question, et je me tourne aussi vers le spécialiste des instances internationales, est-ce que les instances internationales sont capables de permettre à Israël de mettre en avant ces milices et de leur donner un statut? Pour l'instant, ils sont considérés comme des rebelles, ces milices. Et ça, c'est un vrai problème, parce que seul Israël, de manière, pour l'instant, non pas confirmée, mais les reconnaît. Sur le papier, personne ne les reconnaît. Peut-être rapidement une réaction, Sarah, sur cette question-là, sur cette question de la reconnaissance des milices. Pour l'instant, on peut voir qu'au niveau international, c'est très difficile, que ce soit au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union européenne, etc. Il n'y aura aucune reconnaissance de ces milices à proprement parler. Maintenant, avec le Conseil de la paix de Donald Trump, c'est une question d'agir sur le terrain. Et agir sur le terrain, aujourd'hui, c'est peut-être travailler avec ces milices. Donc peut-être qu'à travers le Conseil de la paix, il pourrait y avoir une certaine reconnaissance. C'est une affaire encore à suivre. On va évoquer à présent ce témoignage d'une ex-otage du Hamas. Et c'est vous qui avez eu la lourde tâche de le lire, ce témoignage. Ces témoignages sont évidemment très durs à lire, très durs à entendre. C'est le témoignage d'Arbel Yehoud, ex-otage du Hamas. Elle a révélé avoir subi des agressions sexuelles et avoir tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois dans la bande de Gaza. Oui, elle refuse d'entrer dans les détails, évidemment, mais elle a dit l'essentiel, c'est que l'impact psychologique a été tel qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours à 3 reprises. Alors, ce qui lui a permis de tenir pendant presque 2 ans de captivité, puisqu'elle a été libérée en janvier 2025, c'est plusieurs choses. Déjà, elle a tenu pour son compagnon, Ariel, qui lui aussi a été otage. Ils ont été enlevés ensemble. Les images, ce qui lui a permis aussi de tenir, c'est les images qu'elle a pu voir aussi des rassemblements place des otages. Dans la foule, elle a aperçu même des pancartes où il y avait écrit son nom, celui d'Ariel, de son frère David, celui d'autres personnes qu'elle connaissait et qui ont été enlevées à Niroz. Et à partir de ce moment-là, elle a dit qu'elle n'a plus tenté de se suicider. Concernant ce qu'elle a vécu, elle explique que c'est comme une valise fermée, c'est-à-dire que tout ce qu'elle a vécu reste enfermé. Elle a aussi écouté les témoignages d'autres ex-otages, et notamment Romi Gonen, qui elle aussi a affirmé avoir subi des agressions sexuelles. Je vous explique pourquoi est-ce qu'elle parle de valise fermée. Voilà, elle explique. Jusque-là, je refoulais bien mes émotions, je gardais le contrôle, je me suis reconnue dans beaucoup de choses qu'elle a dites. Elle parle de Romi, notamment dans le vide qu'elle a ressenti en rencontrant les filles dans le tunnel, quand chacune a raconté son histoire. Mais même après avoir écouté les horreurs que Romi a dû endurer, ce vide persistait parce que c'est une période très longue et ce que j'ai vécu, je l'ai vécu du début à la fin. Alors, c'est comme une valise fermée. Après, avec Ariel Cugno, qui lui aussi s'est exprimé, ils ont raconté leur enlèvement le 7 octobre à Niroz, leur séparation rapide, l'absence aussi de nouvelles l'un de l'autre, sauf que lui a été détenu pendant des mois, alors je précise, dans un faux plafond. Il a été contraint au silence, il y avait pratiquement plus d'air pour respirer et qu'il était du coup contraint au silence. Arbel Yehoud, elle, a été détenue dans une maison. Ils ont pu pendant quelques temps échanger des lettres qui ont été transmises l'un à l'autre par les terroristes du Hamas. Au fur et à mesure du temps, les lettres ont dû être plus restreintes et jusqu'à l'absence de lettres totalement. Et Ariel Cugno a lui aussi raconté ces moments en captivité, des moments très durs. Merci Chani, Guidalia, Sarah, Chemla. Évidemment, ces témoignages sont difficiles à entendre, d'agressions sexuelles. Ce qui est difficile à entendre, entre guillemets, c'est le silence de la communauté internationale qui ne réagit jamais quand il y a ces témoignages d'ex-otages, que ce soit des otages hommes qui ont parlé, comme des otages femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire seulement que depuis le 7 octobre, toutes les organisations féministes, toutes les organisations des droits de l'homme sont restées silencieuses sur les victimes israéliennes. Et à une époque où elles scandaient que toutes les femmes avaient une voix et qu'on devait croire chaque femme qui parlait de son traumatisme, qui parlait des violences qu'elle avait vécues, il fallait la croire et jamais remettre en question. Tout a été remis en question à partir du 7 octobre. Que ce soit pour les otages, que ce soit pour les victimes, que ce soit pareil pour les Iraniennes. Aujourd'hui, on peut faire un parallèle avec la situation en Iran. Les mouvements féministes internationaux ne reconnaissent pas la douleur et l'horreur qu'ont vécu les femmes israéliennes. Je ne saurais même pas comment vous dire pourquoi ni comment. C'est juste terrible à entendre. Pierre Hérault, peut-être une réaction sur ce silence de la communauté internationale quand il s'agit de victimes israéliennes. À partir du moment où une certaine catégorie de personnes, pour l'international, ne reconnaissent pas la qualité d'humain aux Israéliens et aux Juifs, on retombe un peu sur des vieux poncifs, les années 30, etc. Je crois que, sans s'en rendre compte, ils revivent la même chose. Ils pensent à nouveau la même chose. C'est-à-dire,
On ne va pas les croire, après tout, ce ne sont que des Israéliens, ce ne sont que des Juifs. J'ai vu, et je l'avais mis d'ailleurs dans mon film, une intervention d'une Américaine dans la rue qui disait ouvertement à des gens qui manifestaient pour les femmes qui avaient été violées le 7 octobre, mais une Juive ne peut pas être violée, même avec un préservatif, elles sont trop laides. À partir du moment où vous avez des gens qui sont capables de dire ça, et c'était pas une musulmane, hein, c'était pas une terroriste, c'était vraiment une Américaine, bien sûr elle, on va dire. Et à partir du moment où vous avez ce genre de témoignage de réaction, on est vraiment dans la déshumanisation, et c'est ça qui s'est produit. Et ça dure déjà depuis trop longtemps. Merci à tous, restez avec nous. On va marquer une courte pause et on continue à décrypter ensemble l'actualité ici en Israël. On parlera notamment de la politique israélienne. À tout de suite. C'est nul d'être un adulte. Les adultes, ils doivent travailler toute la journée. Les adultes, quand ils reçoivent du courrier, c'est que des factures. Et les factures, ça craint. C'est vrai, oui. Mais nous, on a permis de conduire. Alpine A290 électrique, manufacturée en France. Sous le soleil, sous la pluie, moi je danse et moi je brille. Du 3 ans au XXL avec plein de coloris. Des perles en A, petit prix pour toute la famille. Le ciré Tissaïa à 15 € l'adulte, 10 € l'enfant. En exclusivité chez Leclerc. Toute la mode est à prix Leclerc. Leclerc. Allez, reprenons depuis le début. Quelle est votre couleur préférée? Le rouge. Votre date de naissance? Demandez à ma mère. Vous êtes toujours aussi calme. C'est un don. Ce gars n'a aucune émotion. J'ai une surprise pour vous. Il n'y a vraiment rien qui vous fait vibrer? Vraiment? Qu'est-ce que je peux dire? Alfa Romeo Junior, le cœur ne ment jamais. Alfa Romeo Junior Electrica ou Hybrida à partir de 240 € par mois. Jusqu'à 8 ans de garantie. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. Géopolitique, conflit, diplomatie, société. Les événements s'enchaînent, se répondent, s'influencent. Ils sont les pièces d'un même puzzle. Nos regards croisés, nous relions les points de vue au-delà des frontières et des clichés. Analystes, experts, témoins, des voix différentes, une même exigence. Regards croisés, poser les bonnes questions et voir le monde autrement.
Rebonsoir ou bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News en français. Deuxième partie des décrypteurs, votre nouvelle émission pour analyser, commenter et évidemment décrypter l'actualité ensemble. Nos invités du dimanche soir, Sarah Chemla, Pierre Rehov, Mathias Inbar et Shani Guidalia. Et on va s'intéresser à la politique israélienne. C'est la troisième thématique de ce soir avec cette révélation de Mansour Abbas. Les partis arabes israéliens détiennent peut-être une fois de plus la clé des prochaines élections législatives. La parole de leur leader est donc scrutée de près. Ce week-end, Mansour Abbas, président de Raham, s'est exprimé sur la 12e chaîne israélienne. Il affirme avoir été contacté par des gens en Israël ayant des liens avec des pays étrangers. Et je vais peut-être me tourner vers vous sur cette question, Pierre Rehov. Les partis arabes semblent assez radioactifs en ce moment en Israël. Personne ne veut s'allier avec eux. Peut-être en ce moment, depuis le 7 octobre, plus qu'avant. Avant, on pouvait imaginer, il y a eu une alliance Naftali Bennett et des partis arabes. Est-ce qu'on peut imaginer une coalition, un gouvernement sans eux demain? Déjà, Abbas, ce n'est pas le pire. Mansour Abbas, c'est loin d'être le pire. Au moins, il essaie de représenter les gens qu'il met au pouvoir, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres leaders arabes intérieurs d'Israël, qui ont plutôt tendance à représenter les Palestiniens plutôt que les gens qui ont voté pour eux. Est-ce qu'on peut imaginer une coalition avec Abbas? Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Il s'est plutôt bien comporté quand il était aux côtés de Bennett. Là, il serait question qu'il soit aux côtés de Netanyahou. Ils ne se détestent pas. Ils ont une forme de pragmatisme commun sur certains dossiers. Si ça permet à ce qui fait la force d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire le Likoud, de rester au pouvoir, en ce qui me concerne, malheureusement, je me suis un peu révélé, mais je n'aurais pas de problème avec cette situation. Mathias Inbar, sur la question des ingérences. La question des ingérences lui a été posée. Il n'a pas répondu directement quand nos confrères à la chaîne 12 lui ont demandé si le Qatar l'avait contacté. Il a dit que c'était des gens en Israël, sans préciser qui. Évidemment, les yeux sont tournés vers le Qatar, Mathias. De manière générale, de toute façon, il est beaucoup plus proche du Qatar qu'il ne l'est de l'Arabie Saoudite, Mansour Abbas, de la manière, d'abord, d'où il vient, puisque quand même, il est issu des frères musulmans aussi. Donc, ne pas l'oublier. Le Qatar, c'est une évidence, préfère Benyamin Netanyahou, aussi curieux que ça puisse paraître, préfère Benyamin Netanyahou que les partis de gauche. Pourquoi? Parce que ça entretient la propagande anti-Netanyahou et anti-israélienne, et ça, ils le savent. J'aimerais juste attirer votre attention. Ce n'est pas pour rien qu'il le dit maintenant, Mansour Abbas, parce qu'au moment où il y a de la friture dans les communications entre les partis orthodoxes et Benyamin Netanyahou sur la loi de la conscription, eh bien, Mansour Abbas, sans, via les spin doctors, vous les appelez comme vous voulez, le Qatar et compagnie, sans, et va s'intergérer entre les deux pour dire, vous voyez, moi, je peux rentrer dans le gouvernement, et là, ça met directement la balle dans le camp des orthodoxes. Et juste, si j'ai le temps, 20 secondes. Allez-y. 20 secondes, vraiment. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça représente, avec les 2 soldats qui étaient à l'intérieur de la ville de Bnei Brak et qui ont été chassés, je l'ai dit bien, pour une fois pour toutes, ce n'est pas les ultra-orthodoxes, c'est une minorité, une ultra-minorité ultra-orthodoxe qui a commis ce crime, parce que c'est un crime contre l'État, c'est un crime contre l'autre, ça n'a rien à voir avec le peuple juif, ça n'a rien à voir avec l'État d'Israël, et ça, je pense que mes confrères devraient arrêter de dire les ultra-orthodoxes. C'est une minorité, c'est comme si vous disiez que, par exemple, les Neturei Karta, c'est des antisionistes notoires, c'est les orthodoxes. Ça n'est pas les orthodoxes. En revanche, ne pas oublier de les condamner, ça, il faut le faire. Et puisque ça me rappelle une anecdote, puisque vous parlez de ces minorités d'ultra-orthodoxes. On a fait beaucoup de directs, Shani, vous et moi, à Place des Otages, à Tel Aviv, avec, je crois, ce jeune garçon qui est fan de vous, Mathias, fan de Shani également, et qui est un ultra-orthodoxe. Et on lui posait forcément la question, puisque c'est un sujet un débat ici en Israël, s'il comptait faire l'armée quand il avait l'âge, il a 13-14 ans, je crois, et on le salue d'ailleurs s'il nous regarde chez ses grands-parents, et lui voulait faire l'armée. Il a dit, oui, je ferai l'armée quand j'aurai 18 ans. C'était pas une question pour lui, mais c'est une question pour beaucoup. Et c'est une question qui peut faire pencher la balance des prochaines élections. Ophir Sofer, le ministre de l'Immigration, dit que cette loi aujourd'hui, ce projet de loi qui est déjà fait, peut faire perdre la droite aux prochaines élections législatives. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Pas forcément de ce projet, mais en tout cas peut-être de cette déclaration. D'abord, il a raison, parce que si la loi de conscription passe
ça va encore plus durcir les relations entre certains éléments les plus radicaux, notamment des orthodoxes ashkénazes et de la droite sioniste religieuse, que représente notamment le camp de Ophir Sofer, qui est dans le camp de Bezalel Smotrich. Mais attention, il est aussi à l'intérieur aussi de ces deux partis, Chasse et Yahadut HaTorah, Degel HaTorah, tout ce conglomérat de partis ashkénazes, très minoritaires. Aujourd'hui, au moment où on se parle, normalement, la loi va avoir d'abord du mal à passer, et deuxièmement, il va avoir des discussions. Les partis de droite, et notamment Netanyahou, Smotrich, Ben Gvir, ne peuvent pas laisser les partis orthodoxes de côté. À un moment, il va avoir discussion. N'oubliez pas quand même que les mentalités orthodoxes évoluent. On a le droit d'être dans une yeshiva, dans une école talmudique, à partir du moment où on étudie vraiment. À partir du moment où on étudie vraiment. Le reste, il va falloir effectivement trouver une solution. On me dit du côté orthodoxe que ce n'est pas par la coercition que ça va se faire. Reste à voir. Pierre Eichhorn, votre sentiment, votre réaction, votre analyse face à ce débat de société ici en Israël? C'est un débat qui est le débat d'Israël depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau. Vous avez effectivement à l'intérieur des partis orthodoxes des gens qui sont assez peu fréquentables, qui d'ailleurs rejettent complètement l'existence même de l'État d'Israël. C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux soldats, parce que les soldats, ce sont d'abord des femmes, et d'autre part, ils représentent l'État d'Israël qu'ils honnissent et qu'ils veulent voir disparaître. C'est un débat qui est lourd, parce que d'un autre côté, vous avez quand même des gens qui, comme vous, comme moi, payons nos impôts. Et Israël est un pays où la vie est extrêmement chère. Et vous avez une minorité qui, elle, a un certain nombre d'avantages qui sont rejetés quand même par l'ensemble de la population. Parce que pourquoi auraient-ils ces avantages-là s'ils ne prennent même pas la peine de faire l'armée? C'est le débat principal et central. Et malheureusement, on n'est pas arrivé au bout de nos peines parce que toutes les tentatives qui ont été faites depuis des années de les faire participer à la vie militaire et civile israélienne se sont abouties à des échecs. Un autre sujet qui fait débat en ce moment en Israël, on voit cette photo circuler sur les réseaux sociaux, on voit des photos de bébés. Alors, je ne sais pas pour vous ici en plateau, mais personnellement, quand j'étais petit, il n'y avait pas de photos de moi comme ça. Il y avait plutôt des photos de moi avec des jouets ou une peluche de Mulan même. Mais là, donc, des photos de bébés, armes à la main. Je vais me tourner vers vous, Mathias Inba. On parle beaucoup de déradicaliser parfois la société palestinienne. On parle de violence dans la société arabe. On voit par cette photo, est-ce que cette photo, elle est symbolique finalement de ce qu'on enseigne parfois dans les livres scolaires aux enfants palestiniens? Sauf que là, cette photo, elle a été prise à Lod. C'est à quelques kilomètres même pas de nos plateaux. Lod, c'est quand même le centre du pays. Lod, Tel Aviv, Rishon LeZion, c'est un même cercle où il y a malheureusement une vraie banalité de la violence aujourd'hui, actuellement. D'ailleurs, sans rentrer dans les détails, mais actuellement, c'est pas que la police n'y arrive plus, c'est qu'il y a en fait il y a un règlement de compte. Il faut savoir très rapidement qu'il y a un chef d'une des mafias dans le nord de la rue arabe, Abou Latif, pour ne pas le nommer, et qui a été arrêté et qui a été envoyé pour l'instant, qui a été inculpé, et il est en train véritablement, via ses lieutenants, de régler des comptes. Donc en fait, les têtes tombent au fur et à mesure. Je me souviendrai juste d'un reportage que j'avais fait avec Jamal Khakrouch, qui était le chef du secteur arabe, et à un moment, on posait la question au maire de Jasser Azarka, qui est juste à côté aussi sur le long du littoral. On lui dit, mais est-ce que toi, tu sais qui a fait quoi? Il dit, mais moi, je ne suis pas un collaborateur des policiers. Donc, en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Attention de ne pas détourner non plus. C'est une photo. Ce n'est pas la société arabe israélienne, dans son ensemble, n'est pas non plus comme ça. Évidemment. Merci pour ce rappel. Il fallait le faire, en effet, Mathias. On va s'intéresser à présent à l'actualité en France. Hier, nous marquions le 20e anniversaire de la mort d'Ilan Halemi, enlevé, torturé et assassiné parce que juif. Des commémorations étaient organisées aujourd'hui à Paris. Notre correspondante, Anna Papiashvili, y a assisté. Regardez. Oui, plusieurs centaines de personnes sont réunies ici sur le boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris, là où Ilan Halemi travaillait dans un magasin et là où le piège s'est refermé sur ce jeune Français assassiné il y a 20 ans parce que juif par un gang surnommé le gang des barbares. C'est ici, donc dans le 11e arrondissement, que plusieurs personnalités politiques, aussi d'organisations associatives, ont décidé de prendre la parole pour
pour rappeler la mémoire d'Ilan Halimi et rappeler que la lutte contre l'antisémitisme ne s'arrête pas. On a eu l'occasion de discuter avec des personnalités qui se trouvent ici. Je vous propose d'écouter. Alors, Ilan a été le premier d'une longue série, malheureusement, de juifs morts parce que juifs en France. Et je vois qu'on n'a absolument rien appris de la mort d'Ilan. La preuve, c'est qu'il y a eu des cas tellement dramatiques. Et aujourd'hui, on a bien compris qu'on peut mourir en France parce qu'on est juif. Malheureusement, aujourd'hui, je me rends compte que même dans notre propre communauté, les jeunes ne connaissent même pas l'histoire d'Ilan. Donc je me doute bien que les non-juifs de France ne connaissent absolument pas ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et c'est pas parce qu'on plante des arbres que ça fera revenir Ilan. Et malheureusement, même à l'Élysée, je trouve ça un peu trop tard. Ça fait tellement d'années que nous avons le même gouvernement et rien ne se passe. Et il y a toujours des choses aussi horribles comme des viols d'enfants parce que juifs. En effet, merci pour Anna Papia-Gevelli pour ces images tournées donc un peu plus tôt aujourd'hui, Sarah Chemla. Je voyais acquiescer quand l'invité d'Anna disait qu'il y a aujourd'hui des Juifs qui ne connaissent pas ce chapitre, cette histoire d'Ilan Halimi. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire ? J'avais l'impression pourtant que c'est un épisode, entre guillemets, dramatique qui avait marqué toute une génération. Alors, écoutez, j'ai noté quelques chiffres par rapport à ça. Selon un sondage de l'IFOP qui a été réalisé très récemment, 73% des jeunes de 18 à 24 ans ignorent l'affaire Ilan Halimi. 73%, c'est-à-dire quasiment les 3/4 des jeunes. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail d'éducation et de mémoire à faire en France. Juste pour revenir sur ce qu'a dit la maire du 16e arrondissement, sur la cérémonie qui a eu lieu à l'Élysée avec le président Macron, le président Macron a tendance à beaucoup parler, à beaucoup donner de lignes d'action, de ce qui devrait être fait, de ce qui ne devrait pas être fait. J'ai noté un point de son discours où il a dit « le pacte de lâcheté de ceux qui font semblant de ne pas voir ». On fait semblant de ne pas voir en France. Aujourd'hui, 20 ans après l'histoire de Ilan Halimi, qu'est-ce qui a changé ? Il y a eu Sarah Halimi, il y a eu Mireille Knoll, il y a eu l'enfant de 12 ans qui a été violé, il y a eu Monsieur Hadjadj qui a été défenestré, dont le mobile n'a pas été reconnu antisémite. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État fait pour les Juifs de France ? C'est une vraie question et il y a des vraies actions qui méritent d'être mises en place. On va revenir justement sur les discours d'Emmanuel Macron. Je vais me tourner vers vous, Chani Guidalia, alors pas en tant que journaliste, mais en tant que jeune femme juive. On parlait de ces Juifs qui ne connaissaient pas Ilan Halimi, qui ne connaissaient pas son histoire. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous étiez jeune à l'époque, vous êtes toute jeune encore aujourd'hui, mais quel souvenir vous gardez de cette période ? Vous étiez en France à l'époque, non ? J'étais en France, j'avais 11 ans. Donc, quand on voit que 20 ans après les faits, eh bien, la plupart des jeunes ne connaissent pas encore l'histoire d'Ilan Halimi, personnellement, ça me révolte. J'ai regardé, comme beaucoup, le discours d'Emmanuel Macron quand le chêne a été planté à l'Élysée. J'ai vu ensuite les commentaires qui ont été écrits sur Instagram. Ça m'a révoltée, mais aussi ça m'a choquée. La plupart des commentaires, c'était pourquoi est-ce qu'on fait autant d'histoires pour un juif ? Où est le chêne planté en mémoire alors, les chiffres étaient aux 300 000 Palestiniens tués à Gaza. Enfin, je veux dire, c'était des commentaires, mais qui étaient absolument aberrants. Enfin, je veux dire, Ilan Halimi était français, juif, tué parce que juif. Et de voir que la plupart des jeunes, je crois 73%, 73% ne connaissent pas encore l'histoire d'Ilan Halimi. Mais enfin, je veux dire, au-delà du devoir de mémoire, il y a une vraie remise en question qui doit être faite au niveau de l'éducation nationale. Enfin, je veux dire, si on ne fait pas ce devoir de mémoire, les conséquences ensuite, elles ne vont faire que s'aggraver. Pierre Eckhoff, peut-être une réaction à tout ce qui vient d'être dit ce soir sur cette affaire dramatique. Réaction globale, je ne peux être que d'accord avec ces deux dames. En ce qui me concerne, j'hallucine sur une chose toute bête, c'est qu'un gamin qui aujourd'hui a 20 ans est né à peu près à l'époque où Ilan Halimi a été tué. C'est aberrant. Quand on a mon âge, quand on a un certain âge, on se dit, mais il est mort il y a 20 ans, c'est incroyable. Et il est vrai qu'entre-temps, les Français ont eu une grande malchance, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. En tout cas, les Juifs ont eu cette malchance-là, et une grande partie de la population française, d'avoir un président qui fait tout et un peu n'importe quoi et toujours tout en même temps. Donc, qu'il n'y ait pas de politique de défense des Juifs et qu'il en parle beaucoup, il n'y a rien de surprenant. Qu'il n'y ait pas de défense
de l'ensemble de sa société. Il a annoncé lui-même, aujourd'hui d'ailleurs, ou hier, qu'il était avant tout européen et surtout pas français. Alors justement, vous parlez d'Emmanuel Macron, eh bien, on va l'écouter puisque le président français a accordé une interview à nos confrères de Radio J. Emmanuel Macron a répondu à Frédéric Aziza. Regardez un extrait de cette interview. Mais je crois qu'il n'y a pas tellement de mystère pour dire qu'ils sont à l'extrême gauche. Il y a clairement des expressions antisémites qui émergent et qui doivent être combattues. Mais je constate que dans les positions qu'ils prennent, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République. Allez, autre sujet à présent, on en parlait en début d'émission, le meurtre de Quentin. Il secoue une partie de la France. Quentin, ce jeune homme qualifié de nationaliste par certains, lynché en marge d'un rassemblement de Rima Hassan à Lyon. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Loïs Turpin, président de l'Uni Lyon et étudiant à l'université Lumière Lyon 3. Bonsoir. Loïs, merci d'être avec nous. C'est un drame qui aurait pu être évité, selon vous? Bonsoir, merci pour votre invitation. Effectivement, c'est un drame qui aurait pu être évité. C'est un drame qui aurait pu être évité pour un certain nombre de raisons. D'abord, nous, avec l'Uni, on a alerté depuis le début de l'année le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, sur l'explosion de la violence des prétendus antifa, qui sont en réalité les vrais fascistes. On a transmis un rapport au ministre qui recensait toutes les violences dont on a été victime avec l'Uni depuis 2024. Et ce rapport, il est resté lettre morte. Tout cela, ça aurait pu aussi être évité parce qu'on sait, c'est prouvé, c'est documenté que Raphaël Arnaud, que la Jeune Garde et que tous ces groupuscules antifascistes sont des groupuscules violents qui ont un mode d'action qui est particulièrement violent, qui passe à l'action. Et aujourd'hui, il y a eu un mort. Et ça fait quelque temps qu'on disait jusqu'à où ça va aller. Est-ce qu'il faudra un mort pour qu'on prenne conscience? Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale, bien évidemment, parce que c'est dramatique ce qui s'est passé. Mais en réalité, ça aurait pu être évité parce que il y a des alertes depuis un certain temps sur les méthodes, les modes d'action de ces groupuscules et que personne n'a pris cette menace au sérieux, que ce soit les pouvoirs publics ou même la justice. Alors certains, notamment à l'extrême gauche, affirment que tout est à remettre dans une forme de contexte, que c'est une violence spécifique à Lyon, vous le disiez, qui dure déjà depuis plusieurs mois, une violence limitée ou en tout cas causée par ce qu'ils appellent l'extrême droite. Que leur répondez-vous ce soir ? En réalité, cette extrême gauche, elle se cache. Il y a un éléphant au milieu du salon et elle refuse de le voir. En réalité, les premiers à être violents, ce sont l'extrême gauche. Et cette violence, elle est alimentée par des partis tels que LFI, qui récompense entre autres ces prétendus antifa en leur offrant des postes d'assistants parlementaires, en investissant des personnes comme Raphaël Arnaud sur des circonscriptions aux élections législatives, en investissant l'ancien porte-parole de la Jeune Garde au municipal à Strasbourg. Donc en réalité, l'extrême gauche, elle fait preuve d'une hypocrisie aujourd'hui. Ouais. Alors votre syndicat, Loïs, votre syndicat étudiant se qualifie de droite. Est-ce que ce drame vous effraie aussi pour vous-même, pour votre positionnement politique ? Bien sûr que ce drame nous effraie, et pire que ça, depuis quelques heures, on voit passer sur les réseaux sociaux des photos, des noms des prétendus et des potentiels agresseurs de Quentin. Ces agresseurs et en tout cas ces prétendus agresseurs et ces potentiels agresseurs, nous on les a reconnus. En fait, ce sont des gens qui nous ont déjà agressés. On n'avait jamais pu identifier ces gens parce qu'on ne les connaît pas, qui sont cagoulés souvent quand ils passent à l'action, ou tout du moins masqués ou capuchés. Mais en réalité, quand on a vu passer ces photos, en fait, on les a reconnus, ces personnes. Et c'est là que c'est hyper grave et qu'il y a un vrai sujet. Parce qu'en réalité, nous, c'est des gens qui s'en sont déjà pris à nous. À l'Uni Lyon, on a connu un certain nombre de violences et d'agressions depuis quelques années. En novembre 2022, pour les élections étudiantes, au conseil d'administration de l'université Lyon 2, on s'est retrouvé avec un antifa armé d'un couteau qui a mis le couteau sous la gorge d'un de nos militants. À Saint-Étienne, en septembre 2023, on a été victime d'une violente agression. Et parmi nos agresseurs, il y avait Jacques-Élie Favreau. Jacques-Élie Favreau, le collaborateur parlementaire
de Raphaël Arnaud, qui aussi serait pressenti comme l'un des potentiels agresseurs de Quentin. En janvier 2024, Jacques-Élie Favreau, on l'a retrouvé dans une altercation avec l'Uni-Lyon. Ils ont coincé et tendu un guet-apens à 2 de nos militants. Ils étaient 15 et ils les ont lynchés. Et la liste, elle n'est pas exhaustive. Je pourrais en parler encore pendant 1 heure de toutes ces agressions qu'on vit. Mais là, je vous parle des plus parlantes, des plus marquantes et d'agressions où il y avait Jacques-Élie Favreau. Et surtout, ces agressions et la présence de Jacques-Élie Favreau est documentée sur notre compte X lors de ces agressions. Merci Loïs Turpin. On rappelle qu'une enquête a été ouverte. Loïs Turpin, vous êtes président de l'Uni-Lyon et étudiant à l'université Lumière Lyon 3. Je vais me tourner vers vous, Pierre Réhov. Il y a un laisser-faire en France de cette violence politique. Loïs vous disait, on attendait que ça arrive. Enfin, pas on attendait, mais on savait que ça allait arriver. On a prévenu que ça allait arriver. Personne n'a rien fait. Mais c'est pas fini, surtout. J'ai pas du tout l'impression que, effectivement, il y a une réaction, comme il y a toujours des réactions pendant 24 heures, 48 heures. On va en parler beaucoup dans les médias, les gens vont se révolter, et puis petit à petit, la routine va reprendre le dessus, et puis dans 1 mois, dans 2 mois, il y aura une autre agression du même style, parce que rien ne va être fait. Quand vous pensez que des gens comme Rima Hassan, par exemple, ont été attaqués en justice, et que depuis 2 ans, 3 ans, rien n'a été fait, que aucune affaire n'a vraiment été menée contre elle, alors que la moindre personnalité de droite peut se retrouver avec des problèmes du jour au lendemain et avec un procès en accéléré. On a des exemples, on n'a pas le temps d'en parler pour l'instant, mais ce qui est absolument invraisemblable, c'est qu'il y a une espèce de laisser-faire total, d'acceptation du fait, dès qu'il s'agit de la gauche ou de l'extrême gauche en France. Et cette situation-là, tant qu'elle n'aura pas changé, on va se retrouver avec des agressions de plus en plus nombreuses, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est l'extrême gauche qui est violente. On ne voit pas aujourd'hui, comme ça a pu être à une époque, ce qu'on appelait, nous, dans ma jeunesse, les blousons noirs, etc. Ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les violents, ceux qui veulent en découdre, ceux qui veulent imposer leur façon de voir par la violence, ils n'y arrivent pas par la conviction, c'est toujours la gauche et l'extrême gauche. Donc, tant que le gouvernement n'aura pas changé et continuera avec ce laxisme et cette acceptation des faits, on aura d'autres incidents hélas, du même style, et pas simplement contre des militants de droite, ou pas simplement contre, hélas, aussi des juifs. Ça va s'étendre. La violence est en train d'entrer dans l'inconscient collectif des Français. Alors, avant de refermer cette édition, je propose de parler de sport, sans transition, avec la semaine du All-Star Games, du basketball, et sur les parquets, les yeux seront tournés, en tout cas ici, vers un certain Dani Avdija, basketteur israélien. C'est la première fois que cela arrive pour un basketteur israélien. Mathias, l'émotion de ce basketteur qui se dit très fier de représenter Israël, dans le contexte actuel, qui n'est évidemment pas facile pour les Israéliens à l'étranger, cette émotion, elle vous a touché? Elle m'a touché parce que c'est un petit gamin qui a joué au Maccabi Tel Aviv que personne n'attendait, qui n'a pas fait de bruit, contrairement à d'autres, et qui a gravi les échelons au fur et à mesure. On l'annonçait lorsqu'il était au Washington Wizards. À l'époque, sur le déclin, on disait que bon, ça va être une carrière fulgurante comme Gal Mekel, ou peut-être un tout petit peu plus que Henri Caspi, pour ceux qui connaissent. Et lui ne parlait pas. Lorsqu'on lui disait « mais tu es Henri Caspi ou tu es Gal Mekel ?» Lui disait « je suis Dani Avdija ». Et tranquillement, petit à petit, il a gravi les échelons. Lorsqu'il a été transféré au Portland, tout le monde a dit « jamais il n'y arrivera à s'imposer sur le parquet ». Et pour autant, à force de caractère, à force de musculation, et il n'a jamais oublié Israël. Et c'est ça qu'il faut saluer. Vous savez, lorsqu'il y a eu les Coupes du Monde, au fur et à mesure, à chaque fois, on le mettait en avant et il disait « je veux écouter l'hymne israélien ». Il n'a jamais terminé un match sans dire « je veux écouter l'hymne israélien ». Et aujourd'hui, et il le disait dans une interview, c'est incroyable. Il disait « grâce à moi, il y a mes coéquipiers qui n'avaient jamais entendu parler de bar mitzvah ». Vous savez, il y a des familles israéliennes qui maintenant ne font plus de fête pour la communion, la bar mitzvah, mais qui vont à Portland voir Dani Avdija fêter la bar mitzvah, leur bar mitzvah du petit, voir Dani Avdija. Ça semble fou, mais voilà, il faut saluer et on sera tous derrière lui, bien évidemment, ce soir. Sarah Chemla, c'est un exemple de résilience, cette émotion de ce basketteur israélien, d'être fier d'être israélien à l'étranger, sachant que forcément, il va recevoir des critiques, voire des menaces. C'est un exemple de résilience et c'est un exemple aussi de la force de ce qu'est être israélien. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de recevoir de critiques, il n'a pas peur de ses coéquipiers, de
d'avoir des manifestations devant ses matchs. Tout ce qu'il veut, c'est avancer. Et juste pour rebondir sur ce que disait Mathias Inbar, même pour lui, le All-Star Game, c'est juste une étape. C'est-à-dire, dans toutes les interviews qu'il a données, c'est une étape après une étape après une étape. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini son chemin. Et aujourd'hui, il a annoncé que sa plus grande fierté, c'est d'avoir le peuple israélien derrière lui. Alors, on est tous derrière lui et on espère le voir aller le plus loin possible. On espère tous, en effet, le voir aller le plus loin possible. On va se quitter sur ces mots de résilience et ces mots d'espoir, d'optimisme aussi, peut-être pour l'avenir des Israéliens dans le sport, dans la musique ou dans d'autres domaines. C'est la fin déjà de ce premier numéro des Décrypteurs. Merci à nos décrypteurs du soir. Sarah Chemla, merci d'avoir été avec nous, consultante en diplomatie et relations internationales. Pierre Rehov, écrivain, reporter, réalisateur notamment de Pogrom et co-écrivain de 7 octobre La Riposte aux éditions Fayard. Merci également à Mathias Inbar, que vous connaissez, notre expert défense, et Shani Guidalia. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 20h, heure israélienne, la grande édition, présentée évidemment par David Neumann. L'actualité continue également sur notre site internet i24news.tv et sur nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité à i24news en français. Bonne soirée à tous.